En Haïti, le 12 janvier 2010, la terre a tremblé. Des centaines de milliers de personnes ont perdu la vie. Et celle des survivants a complètement chaviré. Quelques jours après le séisme, un de nos plus grands écrivains, Dany Laferrière, déclarait « Quand tout tombe, ne reste que la culture ». Ce soir, j'aurais le goût de reformuler un peu les choses en me disant qu'un écrivain qui a si bien décrit ce que ça peut signifier qu'avoir faim, comme il l'a fait dans L'énigme du retour, ne pourra que me le pardonner. Si on disait plutôt « Quand tout tombe, ne reste que l'agriculture ». Aujourd'hui, la chaire en développement international de la Faculté des sciences de l'agriculture et de l'alimentation de l'Université Laval est fière de s'associer à la chaire alliée dans l'organisation de cette table ronde sur la situation alimentaire en Haïti. Quel impact le séisme a-t-il eu sur les agriculteurs et les collectivités rurales d'Haïti? Comment la sécurité alimentaire et nutritionnelle des Haïtiens et des Haïtiennes, à la ville comme à la campagne, a-t-elle été affectée? C'est à ce genre de questions que nos 4 conférenciers de ce soir tâcheront de répondre. Nos invités possèdent une vaste expertise dans des domaines très diversifiés qui sont liés à l'agriculture et à la sécurité alimentaire. Nous sommes donc particulièrement honorés de les avoir parmi nous. Place maintenant à notre premier invité. Monsieur Carl Apollon est un agronome, mais aussi un exploitant agricole qui possède plus de 30 années d'expérience à titre de vulgarisateur et de conseiller agricole. En 2002, il fondait le groupe Intercal, un organisme de coopération internationale voué au développement de l'agriculture et au développement rural dans son pays d'origine, Haïti. Monsieur Apollon nous entretiendra notamment aujourd'hui de divers aspects liés à la sécurité alimentaire. Monsieur Apollon, je vous laisse le soin d'ouvrir le bal. Bon, alors je vous remercie et je vous remercie tous et toutes aussi pour le soutien, l'intérêt que vous avez porté au peuple haïtien pendant et après le séisme dévastateur qu'on a connu dans le pays. Il me fait plaisir d'être parmi vous ce soir pour vous parler d'un sujet qui m'est très cher et qui a occupé pendant beaucoup de temps et nos confrères, les confrères qui ont discuté, qui ont analysé, qui ont travaillé à trouver des solutions à ce problème. Alors, je vais tout d'abord vous présenter ce qu'on entend par la sécurité alimentaire. La sécurité alimentaire est assurée quand toutes les personnes, en tout temps, ont économiquement, socialement et physiquement accès à une alimentation suffisante, sûre et nutritive qui satisfait leurs besoins nutritionnels et leurs préférences alimentaires pour leur permettre de mener une vie active et saine. Cette définition a été élaborée au cours du sommet mondial de l'alimentation en 1996. Cette définition est amplement acceptée et est centrée sur les aspects de la sécurité alimentaire. Alors, quand on parle de sécurité alimentaire à partir de la définition que je vous ai présentée, c'est qu'on parle de disponibilité alimentaire. La disponibilité d'aliments en quantité suffisante et d'une qualité appropriée, donc l'approvisionnement est assuré par la production nationale ou les importations, y compris l'aide alimentaire. Et quand on parle de disponibilité, c'est pour cette raison qu'on a choisi cette définition, parce que c'est une définition qui est largement acceptée par principalement tous les bailleurs de fonds
et puis tous ceux qui s'occupent et du développement international, surtout au niveau de l'agriculture. Alors, on parle d'accès à la nourriture, accès de tous à des ressources adéquates, leur permettant d'acquérir une nourriture adéquate et nutritive. Les droits sont définis comme l'ensemble de biens auxquels une personne est susceptible d'accéder en raison du contexte juridique, politique, économique et social de la communauté dans laquelle elle vit, y compris certains droits traditionnels tels que l'accès aux ressources communes. Et vous avez l'utilisation, l'autre aspect que les spécialistes ont retenu, l'utilisation de la nourriture dans le cadre d'une diète adéquate, d'eau potable, d'assainissement et des soins de santé, de façon à obtenir un état de bien-être nutritionnel qui permette de satisfaire tous les besoins physiologiques. Tous ces éléments soulignent le rôle des facteurs non alimentaires dans la sécurité alimentaire. Et vous avez le quatrième aspect qui, d'après moi, couvre l'ensemble de la définition et de l'objectif, l'orientation qu'on veut donner à la sécurité alimentaire, la stabilité. Pour parvenir à la sécurité alimentaire, une population, un ménage ou une personne doit avoir un accès permanent à une nourriture adéquate. Cet accès à la nourriture ne doit être menacé ni par l'émergence de chocs soudains, par exemple une crise économique ou climatique, ou par des événements cycliques, par exemple une insécurité alimentaire saisonnière. Le concept de stabilité peut donc concerner à la fois la disponibilité et l'aspect lié à l'accès de la sécurité alimentaire. Alors, quant à moi, c'est la conception et la définition, depuis que je fouille pour trouver une définition avec laquelle on pourrait travailler, c'est celle, je trouve, qui couvre tous les angles du problème. Remarquez bien, en tant que conseiller agricole et vulgarisateur, je serais bien plus à l'aise de vous parler de l'insécurité alimentaire, afin, en somme, qui est le principal problème d'Haïti. C'est pas, comme mon ami Adrien disait, c'est pas nouveau. C'est pas arrivé après le tremblement de terre. Ça a tout le temps été le problème de ce pays. Depuis 2004, 2009, 2010, j'ai fait plusieurs voyages en Haïti. En 2008-2009, j'ai eu l'occasion de travailler en Haïti. J'ai pu constater à Port-au-Prince, réellement, il y avait ce qu'on appelle une disponibilité des denrées alimentaires. Alors, comme vous avez vu dans la définition, il y a plusieurs façons de voir cette disponibilité qui peut provenir de la production nationale, des importations ou de l'aide alimentaire. Alors, à Port-au-Prince, on pourrait dire, la disponibilité existait. On trouvait toutes sortes de choses qui étaient à la portée des gens, qui étaient offerts soit dans les supermarchés, soit sur les trottoirs, soit dans les marchés publics. Mais ce qu'il y a au niveau de la disponibilité alimentaire en Haïti,
c'est que le pays, la production nationale du pays, que ce soit à Port-au-Prince avant ou après, et après le séisme, cette disponibilité, on n'a pas rencontré partout. Et l'autre aspect très important, c'est qu'il faut voir, même si les denrées alimentaires sont disponibles, mais ces denrées-là ne sont pas toujours accessibles à toute la population. La raison principale, c'est la pauvreté qui existe dans le pays. N'oubliez pas que la majorité des haïtiennes gagnent en moyenne 1 à 2 dollars par jour. Or, pour prendre un bon repas haïtien, riz, bananes, etc., ça coûte 5 dollars. Alors, vous voyez le problème pour ces gens-là de bien s'approvisionner. Et cette difficulté, ce qui est drôle, est particulièrement importante dans les campagnes et même au niveau des agriculteurs, parce que l'agriculture dans ce pays, c'est une agriculture traditionnelle de subsistance qui n'arrive même pas parfois à nourrir la famille, le ménage, toute la famille des agriculteurs. Alors, je vous remercie de l'attention que vous m'aviez portée et je suis à votre disposition pour vous dire comment on peut atteindre cet objectif très louable de sécurité alimentaire et comment résoudre ce fameux problème d'insécurité alimentaire qui occupe quotidiennement la majorité des familles et des ménages haïtiens. Merci. Monsieur Apollon, merci beaucoup. Nous avons maintenant le plaisir d'accueillir Mme Isabelle Ouellette. Après un baccalauréat en agronomie et une maîtrise en économie, et puis plus de 15 ans d'expérience dans le domaine financier, Mme Ouellette s'est jointe en 2009 à l'équipe de développement international Desjardins à titre de directrice des programmes de développement des marchés. Elle œuvre notamment à l'amélioration de l'accès au financement agricole et au renforcement des capacités des institutions de microfinance. Mme Ouellette traitera notamment de l'importance du secteur agricole en Haïti et des stratégies qui pourraient être mises en œuvre pour appuyer ce secteur. Mme Ouellette, la parole est à vous. Merci beaucoup. C'est un privilège pour moi de participer à cette table ronde qui permet d'échanger des points de vue avec des gens de tout horizon, des points de vue, des préoccupations, des questionnements qui sont communs. Je vais commencer à vous, peut-être à situer l'expérience de DID en Haïti. DID appuie Haïti depuis 1987. La revitalisation du mouvement coopératif haïtien est au cœur des interventions de DID depuis 1993 parce qu'il s'agit d'un levier socio-économique qui est important. D'ailleurs, la présence des caisses populaires haïtiennes actuellement sur tout le territoire, dans tout le pays, en est un bon exemple avec plus de 340 000 familles membres qui ont accès à des services financiers, ce qui représente à peu près 20 % de la population. Donc, cette petite introduction-là, c'était pour vous situer à travers quelle vision je vais traiter le sujet de l'importance économique du secteur agricole. Donc, c'est un peu avec une vision de praticienne de la microfinance que je vais le faire. Je vais également traiter des impacts du séisme sur le développement du secteur agricole. D'abord, quelques chiffres pour caractériser le secteur agricole et alimentaire en Haïti. Au niveau de la population, bon, c'est une population de tout près de 10 millions d'habitants. Une population qui est quand même très jeune, avec 38 % qui ont moins de 15 ans, 38 % de la population qui a moins de 15 ans. On observe une forte tendance à l'urbanisation, mais quand même, le milieu rural abrite toujours plus de 59 % de la population. L'agriculture, c'est un secteur clé de développement du pays, notamment parce que 25 % du PIB actuellement provient de l'agriculture, mais aussi parce qu'il y a 60 % de la population active qui est engagée dans des activités agricoles. C'est 780 000 hectares de terres arables, dont moins de 12 % sont irrigués.
Comme le disait M. Apollon, l'économie rurale haïtienne est caractérisée par la prédominance de petites unités de production avec une gestion paysanne familiale, de type familial, d'autosubsistance. On parle d'unités de production moyenne entre 1,5 et 1 hectare ou de 1 à 5 têtes de bétail. La productivité des exploitations est nettement actuellement en dessous de son potentiel réel. Au niveau de l'alimentation, le pays actuellement produit tout au plus 43% des besoins alimentaires de la population. Donc, Haïti doit compter sur les importations pour combler ses besoins. Les importations alimentaires du pays se chiffrent à 51%, puis l'aide alimentaire vient compléter pour environ 6%. Il demeure toujours actuellement un fort pourcentage de la population qui n'a pas accès à une alimentation suffisante. Les dernières estimations de la FAO situent ce pourcentage à 58%. Au niveau de l'impact du séisme sur la sécurité alimentaire, bien évidemment, il y a eu un gros impact sur toute la notion de accès aux aliments par opposition à la disponibilité. Là, je pense qu'on a bien fait la différence entre les deux. Les zones qui ont été directement touchées par le séisme, évidemment, il y a eu des problèmes au niveau de l'accès économique, mais de l'accès physique aussi par la destruction d'infrastructures, des infrastructures routières qui empêchaient notamment l'acheminement des denrées alimentaires. Mais au niveau de la production agricole, je dirais que ce n'est pas les zones rurales qui ont été principalement touchées par le séisme du 12 janvier. Ce qui était anticipé davantage comme conséquence au niveau des milieux ruraux, c'était les mouvements de population, c'est-à-dire le déplacement des populations des zones urbaines vers les zones rurales parce que le séisme a plus touché les zones urbaines. Actuellement, c'est un impact qui est difficile à évaluer. Somme toute, probablement qu'il a été temporaire. Actuellement, les gens qui sont là-bas présentement disent qu'ils n'ont pas senti nécessairement de débalancement majeur au niveau de l'accessibilité alimentaire dans les milieux ruraux suite au déplacement des populations. En fait, où je veux en venir principalement, c'est que le séisme n'est pas en soi la cause de l'insécurité alimentaire en Haïti. En fait, l'insécurité alimentaire découle davantage de l'incapacité structurelle qu'a le pays à produire la production dont la population a besoin pour s'alimenter. Les causes de cette incapacité structurelle du secteur agricole à produire pour les besoins de la population, il y en a plusieurs. On va juste faire un petit retour au début des années 80, où à l'époque, moins de 20% des aliments étaient importés en Haïti. C'est-à-dire que le pays était quand même jouissait d'une certaine autosuffisance ou quasi-autosuffisance alimentaire parce qu'il était capable de produire 80% de ses besoins. En 1985, le pays importait moins de 10 000 tonnes de riz, alors qu'aujourd'hui, bon an, mal an, c'est plus de 300 000 tonnes de riz qui sont importées, ce qui représente 80% de tout le riz qui est consommé dans le pays. C'est une forte dépendance aux importations. Il y a plusieurs sources là, quand on parle de disponibilité alimentaire. Il y a la production nationale, l'importation, puis l'aide alimentaire qui compense. Mais le pays est fortement dépendant de ces importations, ce qui rend évidemment la population vulnérable aux fluctuations des prix sur les marchés mondiaux. Puis l'année 2008, vous étiez en Haïti, M. Apollon, démontre bien quand il y a eu des sommets inégalés dans le prix des denrées principales, ça démontre bien dans quel état de crise la population se trouve lorsqu'on dépend des importations. Évidemment, c'est les ménages à plus faible revenu qui sont le plus directement touchés lorsqu'on vit une inflation de la sorte au niveau de l'alimentation. On est passé en Haïti d'une situation de quasi-autosuffisance alimentaire à une situation de forte dépendance aux importations. Qu'est-ce qui s'est passé durant ces années? Vers la fin des années 80, il y a eu certaines politiques économiques qui ont été adoptées qui étaient basées sur la réduction des tarifs douaniers, ce qui a facilité évidemment les importations avec la levée des barrières commerciales. Cette levée des barrières commerciales-là, combinée à une offre sur le marché local, et prenons l'exemple du riz, d'un produit qui bénéficie quand même de fortes subventions, a rendu le riz qui était produit localement tout à fait non compétitif sur le marché.
Ça, c'est en fait, c'est peut-être une des raisons laquelle j'ai décidé d'explorer aujourd'hui dans mon propos. Donc, cette baisse de rentabilité a eu probablement un incitatif à l'abandon des terres qu'a connu les zones rurales, c'est-à-dire que plusieurs paysans ont abandonné leur production pour se déplacer vers les villes en quête à la recherche d'un meilleur revenu. Donc, cette migration a considérablement ralenti le développement d'économies rurales qui pourraient capables de soutenir le développement agricole et économique du pays en général. Aujourd'hui, la faible productivité des exploitations agricoles demeure. On constate que le rendement moyen en riz, par exemple, se chiffre à 1,3 tonnes l'hectare. Et puis, si on le compare à la République dominicaine, qui est le pays voisin, le rendement moyen peut atteindre 4,5 tonnes à l'hectare. Donc, il y a définitivement une sous-production qui caractérise les exploitations agricoles haïtiennes. Les stratégies économiques à mettre de l'avant, bon, il y a beaucoup de mesures économiques qui peuvent être envisagées pour aider les pays à traverser les périodes de fluctuation des prix alimentaires. Moi, je vais plutôt terminer en vous parlant d'une vision de développement agricole, plutôt que de mesures qui pallient à une fluctuation des prix. La vision du développement agricole, en fait, qui est susceptible de redonner au pays ses capacités productives qui sont à la base de son indépendance alimentaire. Donc, pour développer le secteur agricole, on considère que plusieurs conditions doivent être réunies. Puis ces conditions essentielles, on les a qualifiées de piliers du développement agricole. Et ce qu'on soutient, c'est qu'il est essentiel, lorsqu'on veut parler de développement durable de l'agriculture, de travailler à la recherche d'un équilibre entre le développement de chacun de ces piliers. Je vais vous les nommer rapidement. Le premier pilier représente le volet technicité, c'est-à-dire le savoir-faire agricole, les techniques de production, la qualité des intrants, la recherche. Le deuxième pilier, la commercialisation, tout ce qui couvre les réseaux de distribution, les infrastructures, comment on réussit à mettre en marché ce que l'on produit localement. Le troisième pilier, c'est l'accès au financement ou aux services financiers qui donnent un levier de développement. Et le quatrième pilier, et non le moindre, l'atténuation des risques, la protection du patrimoine de la population. La FAO amène dans son bilan 2010 de l'insécurité alimentaire la notion de pays confrontés à des crises prolongées. Puis Haïti figure au nombre des pays qui ont été identifiés, avec 15 catastrophes ou périodes de crise, là, soit des catastrophes comme le séisme ou des crises politiques tout simplement, donc entre 1996 et 2000. Et puis ce que la FAO amène comme réflexion, c'est qu'en réponse à des crises prolongées, on doit aller au-delà d'actions à court terme pour faire face à la problématique, mais plutôt viser des approches plus structurantes à long terme, ce qui rejoint la notion d'équilibre dont je viens vous parler. Donc je vais conclure là-dessus, je pense. Merci beaucoup. Merci, Mme Ouellette. Notre troisième invité, Junio Dor, est un agronome originaire d'Haïti qui détient une maîtrise en sciences et technologies des aliments. Peu de temps avant le séisme, il a entrepris des études de doctorat en nutrition à l'Université Laval. Il nous entretiendra de diverses questions nutritionnelles touchant son pays d'origine. Monsieur Dor, il nous fait plaisir de vous accueillir parmi nous. Merci beaucoup. Donc, c'est avec beaucoup de plaisir que j'aborde la question nutritionnelle en Haïti. Donc, suite à tout ce que, par exemple, Carl vient de dire, donc, vous comprenez que le fardeau de la malnutrition, donc, ça pesait déjà très fort sur Haïti avant même le séisme. Donc, si on rentre rapidement dans les chiffres, donc, Haïti présente le plus fort taux de malnutrition chronique de toute la région des Caraïbes et de l'Amérique latine. Donc, à peu près 30% de tous les enfants de moins de 5 ans donc, souffraient de malnutrition chronique. Donc, pour la malnutrition aiguë, donc, ça touche à peu près 10% de tous les enfants de moins de 5 ans. Et environ 16% des femmes en âge de procréer présentent une insuffisance pondérale. Donc, si on va rapidement au niveau des carences en micronutriments, donc ça concerne principalement la vitamine A, l'iode et le fer.
Donc, à peu près 32% des enfants en âge préscolaire présentent une carence en vitamine A. 59% des enfants donc, ont une carence en iode. Et à peu près 49% des femmes sont anémiques, bien sûr, avec une plus forte proportion dans le milieu urbain. Alors, si on se pose la question, pourquoi donc, on a une situation nutritionnelle assez accablante en Haïti? Donc, à mon avis, la première raison donc, serait en quelque sorte donc, la conjoncture sociopolitique et économique donc, qui alimente la pauvreté multidimensionnelle en Haïti. Et d'autre part, il y a des causes plus directes telles qu'un apport alimentaire insuffisant et la précarité des conditions environnementales et de santé. Donc, en ce qui concerne les apports caloriques quotidiens par habitant, donc la moyenne est estimée à peu près à 1840 kilocalories par jour. Donc, cette quantité-là est bien inférieure aux strictes limites de 2000 kilocalories nécessaires pour soutenir une activité réduite. Donc, vous comprenez que c'est normal qu'en Haïti, on a ce taux de malnutrition assez élevé. Donc, en plus, il y a une alimentation très peu diversifiée, constituée de féculents, de matières grasses, très peu de protéines animales et, moi, j'appellerais ça une irrégularité de la consommation des fruits et légumes. Aussi, il y a une faible consommation de sel iodé. Donc, parmi les denrées localement produites, il y a des racines et tubercules telles que la patate douce, taro, manioc, igname, etc. Et d'autres denrées telles que la banane, l'arbre véritable. Donc, des céréales, le sorgho, le maïs, donc le riz principalement importé. Donc, pour les apports en protéiques, c'est principalement des légumineuses, donc avec le haricot en tête de liste, suivi par le bœuf, poulet, des poissons, et des produits laitiers, des œufs aussi. Donc, les apports en matière grasse, donc c'est surtout constitué d'huile végétale. Donc, ce qui a trait aux particularités dans les milieux urbains et ruraux, il n'y a pas vraiment de différence. Donc, sinon que les racines et tubercules semblent occuper une place prépondérante en ce qui a trait aux apports énergétiques en milieu rural, donc comparé au milieu urbain. Mais dans les deux cas, le riz, ça reste une priorité. Donc, il faut donner le riz à l'haïtien. Donc, en milieu urbain, donc, il y a une plus forte consommation d'aliments que je dirais d'aliments antinutritionnels, donc tels que les hot dogs, Coca-Cola et d'autres aliments frits un petit peu plus riches en tanins, en phytates. Donc c'est probablement ce qui explique qu'il y a un plus fort taux d'anémie dans le milieu urbain par rapport au milieu rural. Donc parce que ces aliments-là peuvent en quelque sorte limiter l'absorption en fer, en plus d'être très pauvres en fer. Donc, normalement, avant le séisme, donc, la situation nutritionnelle était déjà très lourde. Donc, avec le séisme du 12 janvier, donc, les situations, presque tous les déterminants nutritionnels ont été empirés. Donc, dans les zones directement touchées, on peut constater une augmentation de l'insécurité nutritionnelle peu après le séisme. Donc, un système de santé déjà faible, donc, ça devient empiré, et des conditions sanitaires, environnementales, donc, tout a été empiré. Donc, il est vrai que l'impact du séisme est mal documenté jusqu'à présent, mais à partir de ces différents déterminants nutritionnels donc, qui sont empirés, donc on peut comprendre que ça ne peut pas rester sans impact sur la situation nutritionnelle. Donc, dans les zones non touchées, donc vous savez que peu après le séisme, donc c'est marqué par une forte migration des habitants vers les zones rurales. Donc, ce qui augmente la taille des ménages et par conséquent, il y a une plus forte pression sur les ressources et les services de base. Donc finalement, donc, les ménages ont dû développer des stratégies de survie, donc incluant la diminution
de la quantité de nourriture consommée par jour, déjà faible au départ avant le séisme, la vente de bétail et aussi une modification du régime alimentaire. Donc, ça veut dire que si avant le paysan devait vendre, je dirais, ses produits de récolte pour acheter du riz, donc vu la flambée du prix du riz, donc finalement, il est bien obligé de consommer ses racines et tubercules en lieu et place du riz. Donc, à titre d'exemple, normalement, il n'y a pas de données nationales jusqu'à présent, ce qui a trait à la malnutrition après le séisme. Mais par contre, il y a une enquête qui a été faite dans certaines zones touchées et le département de l'Artibonite. Donc, on a déjà observé qu'il y a une augmentation du taux de malnutrition aiguë comparé à l'année 2009. Donc, alors, il faut bien sûr que les organismes travaillant en Haïti mettent à jour les données. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de données pour l'ensemble du pays. Alors, c'est bien de parler de la reconstruction en Haïti, mais il y a une urgence chronique qui existait depuis longtemps. Donc, c'est celle de réhabiliter et de sécuriser l'état nutritionnel des citoyens. Donc, c'est vrai, parler de la reconstruction, mais c'est très important de penser à l'aspect nutritionnel. Merci. Merci, M. Dor. C'est maintenant à Mme Isabelle Van de Place que reviendra la tâche de clore cette première partie de la soirée. Mme Van de Place est titulaire d'une maîtrise en développement rural et d'un doctorat en sciences agronomiques appliquées. Elle possède une vaste expérience en développement international, notamment au Kenya, où elle a participé à la fondation de l'ONG Happy Home Children Project. Elle est actuellement chargée de programme pour Haïti au Centre d'études et de coopération internationale, dont elle nous présentera un peu les activités. Madame Van de Place, la parole est à vous. Merci beaucoup. Tout d'abord, je voudrais remercier la chaire de m'avoir invitée ici pour représenter le CECI. Je vais essayer, moi, d'aller un peu plus dans l'action maintenant. On a eu beaucoup d'explications théoriques sur la sécurité alimentaire puis les problèmes de nutrition. Maintenant, je vais vous présenter ce que le CECI fait en Haïti dans le domaine de la sécurité alimentaire, puis essayer de voir ce qui a changé depuis le séisme. Donc, on va parcourir l'avant et l'après du séisme. Tout d'abord, la mission du CECI est de combattre la pauvreté et l'exclusion. Puis ça fait plus de 50 ans qu'on travaille dans plus de 20 pays sur 3 continents. Et ça fait entre autres 40 ans qu'on est en Haïti, dont 25 ans en sécurité alimentaire. La programmation du CECI est axée sur les besoins exprimés par les acteurs locaux, ce qui veut dire qu'on collabore beaucoup avec le gouvernement puis avec les organisations communautaires dans la population et on essaye d'inscrire nos programmes dans la programmation de développement de l'État. Donc, on va vers les mairies, on parle avec eux, on voit s'il y a des programmes de développement dans les mairies puis on essaye d'inscrire nos programmes là-dedans. Si on voit la carte d'Haïti, on est actif dans la majorité des régions du Nord, dans l'Artibonite, dans le centre, dans le Nord et dans le Nord-Est. Et la carte ici vous montre quelques-uns des projets. On a une quinzaine de projets en ce moment en Haïti. On a plus de 160 employés haïtiens sur le terrain. Et comme je disais avant, on travaille avec les autorités locales et les organisations locales. On voit ici que nos bureaux de pays sont vraiment décentralisés en dehors de Port-au-Prince. Donc, ma présentation aujourd'hui va surtout parler des régions rurales. Qu'est-ce qu'on faisait en Haïti avant le tremblement de terre? On était, entre autres, actifs dans le secteur de l'agroalimentaire. En commençant par exemple par la construction d'infrastructures agricoles qui permettent donc d'enlever certaines des contraintes avec lesquelles se trouvent les paysans pour vendre leurs aliments ou pour même arriver à produire. Donc par exemple des systèmes d'irrigation, des marchés, des routes. On travaille au renforcement de capacités d'organisations paysannes et renforcement de capacités d'institutions de l'État. On essaye tant de leur renforcer les capacités en gestion, les capacités organisationnelles et techniques. On travaille en production agricole et aussi en développement de filières. Donc, je pense que ça revient un petit peu à ce que Mme Ouellette disait tout à l'heure, qu'il faut vraiment travailler sur toute la chaîne de la production jusqu'à la commercialisation.
On travaille en transformation des produits agricoles pour permettre aux paysans d'ajouter de la valeur à leurs produits. Et on a aussi un volet qui va essayer d'aider les populations à s'adapter aux risques et aux désastres, ce qui vient par exemple avec la conservation des sols, l'aménagement des bassins versants. Maintenant, ça, c'était avant le séisme. Qu'est-ce qui a changé depuis 2010 avec le tremblement de terre? Je pense que c'est important aussi de tenir à l'esprit que le tremblement de terre est arrivé pendant la période de la récolte. Donc, tous les gens qui ont quitté la ville pour aller se réfugier à la campagne se sont retrouvés aussi comme main-d'œuvre à ce moment-là. Mais je pense que c'est encore plus important de réaliser que c'est pas le seul événement qui a eu un impact crucial sur la sécurité alimentaire. Il y a aussi eu le cyclone Thomas et le choléra qui, en ce moment, a beaucoup d'impact aussi parce que la région de l'Artibonite, qui est productrice de riz, est aussi la région où le choléra a commencé. Donc, toute la main-d'œuvre qui allait travailler en récolte du riz en Artibonite a eu peur d'aller sur place. Et en même temps, les habitants de Port-au-Prince ont peur d'acheter le riz qui vient de l'Artibonite parce qu'ils ont peur qu'ils soient infectés. Donc, il n'y a pas seulement le tremblement de terre qui a eu un impact cette année. Maintenant, quelle était notre réponse en tant qu'ONG au tremblement de terre? Dans la première phase d'urgence, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé acheter de l'alimentation auprès des paysans dans les organisations communautaires avec lesquelles on travaillait déjà. Donc, on a acheté du riz, du maïs, des haricots auprès de ces organisations-là pour les distribuer, ce qui nous a évité de devoir importer de l'alimentation et qu'en même temps, ça permettait de renforcer l'économie locale. Ensuite, toutes les personnes qui étaient déplacées, on s'est dit ils ont besoin d'avoir accès à de l'argent. On va leur donner du travail, mais du travail constructif qui va permettre aussi à long terme de renforcer la production agricole dans la région. Donc, les programmes de Cash for Work, comme on les appelle. Et on a construit, entre autres, on a réhabilité 880 hectares de systèmes d'irrigation, on a construit des routes, on a construit des barrages, on a construit des infrastructures de conservation de sol avec de la main-d'œuvre de personnes déplacées et des familles d'accueil de ces personnes déplacées. À côté de cela, on a continué les programmes dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui appuyaient directement la production agricole ou les filières agricoles. Et ce projet-ci, le CASA, est un exemple qu'on conduit en collaboration avec Socodévi et l'UPADI. Et ce sont des interventions, 33 petits projets qui sont gérés par des organisations communautaires. On leur donne un compte en banque, c'est eux qui gèrent le compte en banque de A à Z et on renforce les capacités de cette organisation communautaire à gérer des projets en agriculture. C'est un projet qui a démarré après la crise alimentaire de 2008 et donc on a distribué aussi énormément de semences et de plantules à presque 3500 familles, entre autres d'ignames, de bananes, de manioc, de haricots et de cultures maraîchères, parce que les cyclones à cette époque-là ont aussi ravagé une bonne partie de la production en Haïti. Donc, il y avait non seulement le problème des prix à l'extérieur, mais en même temps un problème de production à l'intérieur. Donc, on a essayé de relever un petit peu la production comme ça. Et en ce moment, on a commencé aussi un projet de conservation des sols qui permet d'aider les paysans à s'adapter au changement climatique. Alors, encore deux autres exemples de projets qui continuent dans la ligne de ce qu'on faisait avant, dans différents aspects de la sécurité alimentaire et de construction d'infrastructures, etc. Maintenant, dans les conclusions de ce qu'on a appris, on a remarqué, par exemple, que les femmes jouent un rôle très important dans l'économie locale, surtout quand on parle d'alimentation. Et après le séisme, on a aidé 1500 petites entreprises de femmes. Et ce qu'on voit, c'est que 75% de ces commerçantes ont repris leurs activités moins d'un mois après la réception de ces fonds-là. Et que 3 mois après, ils avaient plus que triplé leur capital de leur ménage. Donc, on voit vraiment que d'investir dans les femmes, ça a un impact très, très grand. Donc, si je peux arriver aux conclusions, je pense que de ce qu'on a appris avec les activités du SOCI avant et après le séisme, c'est que l'aide d'urgence doit être structurante et non destructive. Donc, il est important de non seulement aider les gens qui en ont besoin, mais aussi essayer d'aider le pays à se redresser. Donc, en favorisant l'achat local plutôt que l'importation et en mettant les gens au travail pour permettre en même temps de survivre, mais de reconstruire le pays en même temps. Alors, je pense aussi que c'est important de ne pas travailler seul en tant qu'organisme non gouvernemental parce que
il y a les institutions de l'État qui ont tout un programme de développement dans les pays et je pense que c'est important de s'unir puis de travailler ensemble, ce qui permet en même temps de renforcer les capacités, mais aussi en même temps d'augmenter la légitimité de ce que les organisations non gouvernementales font dans les pays. Et de travailler à travers les organisations communautaires locales permet aussi de stimuler le changement sur le terrain. J'ai parlé des femmes tout à l'heure, donc le dernier point peut-être, c'est de garder en mémoire que le séisme n'est pas le seul facteur d'insécurité alimentaire en Haïti, comme chacun de mes collègues ici l'a mentionné. Peut-être un élément qui n'a pas encore été mentionné est l'élément des changements climatiques aussi qui a un impact qui est de plus en plus grand sur l'insécurité alimentaire en Haïti. Puis, pour terminer, les 2 petites cartes que vous voyez en bas sont des données du Conseil de sécurité alimentaire national d'Haïti. J'ai mal nommé l'acronyme, là, mais c'est CNSA. Et j'ai pris des données d'octobre 2009 et d'octobre 2010 pour un petit peu comparer l'insécurité alimentaire avant et après le tremblement de terre à un mois précis. Et si on voit les endroits en orange sont les endroits avec une insécurité alimentaire extrême. Les endroits en jaune ont une insécurité alimentaire modérée et les endroits en vert sont moins graves. Maintenant, on voit vraiment que c'est pas spécialement le tremblement de terre qui a eu un impact si on compare 2 moments précis à 2 années différentes, mais ça dépend de tous les autres facteurs qu'on a mentionnés avant. Je vous remercie. Merci, Madame Van de Place. Pour commencer cette période d'échange, je vous poserai quand même simplement une question bien simple. Avez-vous des choses à rajouter ou voulez-vous réagir aux propos émis par l'un d'entre vous? Allez-y. Ma question était trop simple. Non, il y a quelque chose qui a fait l'unanimité, je pense, que le problème d'insécurité alimentaire existait avant le séisme et par la suite, à cause, par exemple, ce qui a amené des difficultés, par exemple, que ce soit dans le milieu rural, c'est parce qu'il y en a beaucoup de sinistrés qui ont laissé Port-au-Prince pour aller s'installer dans le milieu rural. Alors, ça a compliqué les choses au niveau des paysans qui vivaient là énormément. Ce qui veut dire, ces gens-là, ces exploitants, tout ce qu'ils avaient réservé pour les semences, ils ont été obligés parfois de le consommer, et puis etc. Ça a diminué leur actif agricole pour faire face à la situation et que ces ménages-là vivaient. Ça, il y a eu une unanimité là-dessus, je pense. Je voudrais ajouter encore quelque chose là-dessus, c'est qu'il ne faut pas oublier que tous ces gens qui venaient de la ville, qui sont venus en campagne, ne sont pas des paysans. Donc, ce ne sont pas des gens qui ont l'habitude de travailler dur physiquement. Ce ne sont pas des gens qui peuvent vraiment contribuer à la sécurité alimentaire dans les villages. Puis pour vous donner un exemple, on a reconstruit un barrage qui était brisé avec justement les déplacés. Puis en parlant aux collègues sur le terrain, ils me disaient, finalement, on a dû demander aux familles d'accueil de travailler plutôt qu'aux déplacés parce que les déplacés n'étaient pas assez forts pour porter des pierres pour construire le barrage parce qu'ils n'ont pas ce même mode de vie. Donc, on n'a pas apporté des nouveaux bras en amenant des gens de la ville vers la campagne. On n'a pas un exode urbain. C'est vraiment quelque chose de temporaire et qui donc aurait été plutôt un fardeau pour les collectivités rurales qu'un apport. Maintenant, est-ce que le contexte politique, par exemple, dans lequel se trouve le pays, l'incertitude, par exemple, en ce qui a trait à l'élection du nouveau président, influence vos actions sur le terrain? Dans les projets qu'on conduit, mieux vaut travailler aussi avec les autorités locales, ne pas travailler seul, travailler en synergie avec les ONG qui travaillent sur d'autres aspects que nous, on travaille nous-mêmes, mais avec les autorités locales. Donc, c'est certain que quand on est en période d'incertitude politique ou en période de reconstruction des autorités, on a peut-être cette incertitude-là, nous aussi, à savoir
est-ce qu'on peut réellement coordonner et et quand on peut le faire et jusqu'à quel point? Donc oui, ça a une influence sur nos actions. En ce sens-là. Oui. Dans ce contexte, on a parlé de légitimité tout à l'heure, Mme Van de Place a parlé de légitimité de l'action des ONG, entre autres. Dans un contexte comme celui-là, comme celui que vit Haïti actuellement, quel devrait être le rôle des ONG selon vous? Quel peut être le rôle des Québécois aussi? Comment concilier donc votre rôle avec celui des représentants légitimes, des représentants élus, par exemple? Mais je pense que tout est une question de renforcement des capacités, puis de travailler vraiment main dans la main avec les autorités en place, avec les organisations locales. Puis je pense que tant qu'on ne fait pas les choses de notre côté, puis qu'on ne prend pas les décisions cruciales sans collaboration, ben je pense que on peut justement obtenir cette légitimité. Puis il y a on a une source on a un accès à une source de fonds qui vient de l'extérieur, puis qui permet justement d'ajouter de construire les plans de développement locaux qui sont déjà là, puis de participer à cette construction. Donc je pense qu'à ce point-là, on peut aider. Mais je pense que ça revient un petit peu à ce qu'on disait avant. Si je peux compléter, les ONG ne sont pas décideurs. Hein. On amène une expérience qui provient de différents endroits, qu'elle soit la nôtre ou celle qu'on a développée à travers des années de partenariat à d'autres endroits. Donc, on n'est pas décideurs. Nous amenons des idées et des expertises, mais c'est toujours au niveau local où ça devient concret, et c'est là qu'on valide aussi si nos actions répondent réellement aux besoins de la population locale. Je peux peut-être vous donner un exemple concret. On travaille à un projet d'aménagement du bassin versant du Cap-Haïtien. Pour les gens qui connaissent le pays, il y a toutes les mornes autour du Cap qui sont problématiques parce qu'il y a beaucoup de problèmes d'érosion, puis les populations qui s'installent dans les mornes. Et c'est le ministère de l'Agriculture d'Haïti qui a engagé le SOCI à faire le travail parce qu'on a une expertise spécifique d'approcher la population puis de collaborer avec la population pour identifier leurs problèmes. Donc, finalement, c'est une expertise spécifique qui est recherchée et ça permet de collaborer avec chacun un apport technique ou une expertise qui se rejoint ensemble pour faire un projet. Donc, je pense que c'est à ce niveau-là. Chacun a ses expertises puis on peut travailler ensemble. Je pense que le gouvernement haïtien, dans son plan de reconstruction, l'a clairement mentionné, qu'il a besoin de l'appui des services conseils des ONG, et particulièrement nous autres du Québec, à cause des affinités qui ont toujours existé, comprenez-vous. Et personnellement, j'ai constaté qu'il y a plusieurs techniques qui existent ici et qui peuvent s'adapter aux conditions haïtiennes, que ce soit au niveau des productions végétales, animales, et puis etc. Parfois en Haïti, c'est pas des grosses affaires qu'il faut faire. Parfois, c'est des affaires extrêmement simples. Je travaillais à Font-Baptiste, dans la commune de Lacaille, où on passait notre temps à expliquer, à travailler avec les paysans pour leur montrer à faire des cultures en ligne, pour leur dire, bon, ça va être plus facile d'entretenir le champ, et puis etc. Et puis, il y a des domaines aussi où le Québec peut aider énormément, que ce soit au niveau, par exemple, de la transformation des aliments. Hein. Dernièrement, pour vous montrer jusqu'à quel point que le gouvernement haïtien veut collaborer avec les ONG, j'ai rencontré le ministre du Tourisme en Haïti, et puis qui pensait à un projet pour satisfaire les besoins des hôtels. Alors, on a discuté, il discutait, il dit comment concilier l'agriculture et pour répondre aux besoins
agricoles, des produits agricoles et aux hôtels et puis tout. Mais j'ai dit, je vis à l'île d'Orléans et puis ça existe, l'agro-tourisme. Il y en a des paysans, des exploitants à l'île d'Orléans, hein, qui ont comme clients des hôtels. Hein. Et alors, qu'est-ce qui est arrivé? Comme fonctionnaire, je viens de passer 2 mois à travailler en Haïti bénévolement avec le ministère du Tourisme pour mettre un tel programme en marche. Et nous autres au Québec, justement, le ministère de l'Agriculture du Québec a justement un programme dans ce domaine-là. Donc, nous avons beaucoup d'actions, par exemple, même dans le domaine des coopératives, où on peut, Socodevi, par exemple, vous autres, vous intervenez avec Socodevi dans les coopératives agricoles. Et je pense qu'il y a même une ouverture pour l'Université Laval de s'impliquer dans la recherche, parce que dans les problèmes de reconstruction, ce que le gouvernement a fait ressortir, c'est que les centres d'expertise qu'il y avait dans le passé, hein, ne fonctionnent plus. Et si vous voulez appliquer des techniques, faire des transferts de technologie, il faut d'abord les essayer et puis pas demander aux paysans de faire les essais à ses frais. Comprenez-vous? Il y a un domaine, et dans le moment, vous autres même de l'Université Laval, ce qui est intéressant pour vous autres, c'est qu'il y a unanimité que la reconstruction d'Haïti doit d'abord passer par l'agriculture. Il faut donner à manger au monde. Hein? Ça, il n'y a pas à sortir de là. Alors, j'ai lu, comme ancien de l'Université Laval, que l'université veut s'impliquer. Alors, j'ai même écrit au vice-doyen d'essayer de prendre le leadership, par exemple, dans les projets que l'université veut implanter en Haïti. Donc, il y a de la place aussi pour la formation, la recherche, et puis l'appui aux collectivités, mais aussi au gouvernement et à ses représentants. Ah, définitivement. Définitivement. Sinon, moi, si je reviens à la question des ONG, donc la question que je me pose toujours, c'est est-ce qu'elles se sentent assez efficaces sur le terrain? Donc, avec des ONG qui agissent chacune dans un coin de pays, donc, qui exécute son projet ici, donc chacun. Y a-t-il un comité, je dirais, de coordination? Donc, si on regarde les données en ce qui a trait à la malnutrition, c'est vraiment accablant. Donc, un pays avec plus de 30% d'enfants souffrant de malnutrition. Et probablement, c'est peut-être le pays de la région qui a le plus d'ONG, j'imagine. Donc, Donc, désolé, il n'y a pas une autorité haïtienne dans le panel. Hein. mais la question est très bonne, puis il y a toujours des limites, je pense, aux interventions qu'on peut faire, parce que, puis tantôt, quand je présentais la vision du développement agricole et que j'ai présenté 4 piliers, puis que j'ai pas eu le temps de parler qu'en dessous de ces 4 piliers-là, il y avait nécessairement aussi une obligation d'avoir accès aux ressources fondamentales pour la production, c'est-à-dire la terre et l'eau. Donc, c'est sûr que, si je prends l'exemple de Développement international des jardins qui travaille au niveau des services financiers, oui, on se sent efficace parce qu'on fait des choses, on regarde la progression de la Fédération des caisses populaires haïtiennes, puis du déploiement des caisses sur l'ensemble du territoire et de la progression du nombre de familles qui profitent des services financiers. Oui, il y a une efficacité, ça répond partiellement, mais évidemment, quand on arrive dans des projets comme actuellement, depuis le mois de juin, on a un projet spécifiquement axé sur le développement agricole, c'est-à-dire le financement agricole. Nécessairement, on a besoin de s'allier avec des ONG qui font un travail qui sont complémentaires aux nôtres.
nous ne sommes pas des experts au niveau de la production agricole, mais on sait très bien que ça prend un renforcement de capacité, ça prend des accès aux intrants agricoles, ça prend des marchés pour écouler les productions. Donc, on ne fait pas le travail tout seul. On va s'allier, par exemple, à des gens comme le CECI qui vont agir plus au niveau de l'organisation ou du renforcement de capacité d'organisation paysanne pour que nous, ensuite, on puisse offrir des services financiers structurés à ces groupes d'agriculteurs-là. Ce serait un peu prétentieux de dire qu'on réussit à renverser la situation de façon générale, mais je pense qu'on progresse à petits pas dans chacun les domaines, mais de plus en plus, on doit travailler ensemble de façon complémentaire pour avoir un impact à plus long terme, des meilleurs résultats. J'aimerais remercier nos 4 conférenciers de ce soir, M. Carl Apollon, Mme Isabelle Ouellette, M. Junio Dor et Mme Isabelle Van de Place de leur contribution à cette soirée. Merci beaucoup également à vous tous pour votre participation et votre présence.